Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aujourd'hui vous expliquer un concept très fondamental et très clé dans la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle. Pour celles et ceux qui aimeraient se reconvertir dans le domaine de l'IA ou de la data, vous devrez absolument comprendre ce dont je m'apprête à vous présenter ici. Et je le fais également, c'est parce que j'estime que quand l'information n'est pas assez bien partagée et bien formalisée, par les fameux, entre guillemets, experts là d'ailleurs que je vois sur YouTube, sur les réseaux sociaux et même sur les plateaux télé qui viennent nous expliquer comme ça l'IA avec des mots, disons, pour faire du buzz, disant que l'IA va remplacer de manière tous azimuts le travail des humains, de tout le monde. Je dis non, il y a beaucoup de flou médiatique autour de la question de l'IA. Et donc, je pense que quand on est expert véritablement, pour le coup, comme c'est le cas pour moi, et je vais vous montrer ici un exemple très clé, il est essentiel pour des experts comme nous de sortir du bois de temps en temps pour rectifier un certain nombre de faits, de discours là d'ailleurs qui ne tiennent pas lieu parce que la réalité est tout autre en fait. La réalité, malgré bien sûr l'avancée et le déploiement massif de l'intelligence artificielle, l'IA ne remplacera pas, en tout cas c'est ma prédiction, parce que je me base sur des données historiques. Ça a été le cas avec l'ordinateur. On nous a dit que l'ordinateur allait remplacer les humains, la robotisation, etc. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a toujours besoin des humains. Et ce sera pareil avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, ce sera quelqu'un qui maîtrisera l'IA qui va vous remplacer par exemple. Et même si d'un côté l'IA va prendre un certain nombre de tâches en charge, toujours est-il qu'il y aura d'autres créations de tâches également en question. Et donc derrière, on aura toujours besoin des humains pour superviser, ne serait-ce que à ce niveau, les outils d'intelligence artificielle, parce que ce sont des outils, in fine, ce sont des machines. Et donc, les personnes qui vont vraiment s'adapter au prochain monde de demain, dans le monde dans lequel il aura été déployé à tous les niveaux, ce sont ces personnes-là qui auront compris, par exemple, ce dont je m'apprête à vous présenter là actuellement. Donc, la question fondamentale, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous utilisez un outil d'intelligence artificielle, par exemple un LLM? Donc, un LLM, donc ça peut être ChatGPT, ok, Claude, Gemini, ok, ou Mistral. Bon, je peux pas tous les citer. Bon, vous avez compris. Donc, dès le moment où vous utilisez une de ces solutions d'intelligence artificielle, il est fondamental de comprendre ce dont je m'apprête à vous présenter. Et la question, comme je vous ai présenté, c'est, je vous la pose, hein, est-ce que vous savez ce qui se passe exactement derrière, un background, dès lors que vous posez une question à ChatGPT sur un domaine en particulier, sur une question quelconque. Donc toute la difficulté ou la problématique réside là. Je pose une question à ChatGPT, j'aimerais savoir, comprendre de manière, d'un point de vue ingénieur, de comment, parce que si on a compris également, on pourra être en mesure d'expliquer la fonctionnalité de ces systèmes en question et donc d'être capable de les améliorer. Si on ne comprend pas, à contrario, bien évidemment qu'on ne sera pas capable demain de pouvoir expliquer comment un système d'intelligence artificielle a fait pour répondre et pourquoi est-ce qu'il m'a répondu de telle manière. Donc toute la difficulté, elle est là, c'est effectivement de décortiquer la mécanique qu'il y a derrière, qui explique réellement comment une IA, une architecture dans laquelle une IA est présente, fait pour restituer une réponse cohérente et riche, synthétisée à l'utilisateur. Voilà la problématique. Et si vous comprenez une fois de plus ce dont je vais m'apprêter maintenant tout de suite à vous présenter, vous serez devant plus de 90% des personnes là d'ailleurs qui ne font que gober, je précise bien, le mensonge des fameux experts sur les plateaux ou bien sur des chaînes YouTube ou sur TikTok, etc., qui voudraient simplement vous vendre des formations à la con sans jamais être capable de vous expliquer d'un point de vue simple, tout simplement, mais parce qu'on a bien compris, et quand on est véritablement quelqu'un d'expérimenté et d'expert sur la chose, on est capable de vous expliquer, cette fois-ci, la mécanique en question. Donc, vous êtes un utilisateur, ok? Vous utilisez ChatGPT au quotidien.
à travers quoi? Une interface qui a été mise à disposition. D'accord? Donc, une web UI. Vous utilisez ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Un LLM en particulier. Vous entrez votre prompt sur cet écran, votre question, peu importe, quelle que soit la demande en question. Cette demande-là, on la récupère. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Ce qui se passe derrière, c'est que vous avez... Pardon, excusez-moi. Vous avez un serveur qui est mis ici à disposition pour recueillir votre demande tapée ici au niveau de l'interface. Ce serveur-là, son rôle, c'est quoi? C'est donc de traiter votre demande cette fois-ci. Donc, il va lancer la procédure pour traiter votre demande. OK? Il lance la procédure dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ce que l'on appelle le modèle d'embedding, du système d'intelligence artificielle. En français, on dira un encodeur. Il va encoder, donc je vais plutôt écrire en français, ce sera mieux, encodeur. Il va encoder votre demande sous forme de vecteur. Un vecteur numérique, d'accord? C'est une liste de nombres comme ceci. Moins 1, moins 0,1, moins 0,75, etc., etc., jusqu'à une dimension fixe. Et plus on a un modèle beaucoup plus riche et varié, je vous donne un exemple, GPT-3, on était à 12 288 dimensions, donc 12 288 composantes. Alors, depuis GPT-4, par exemple, OpenAI a cessé de dévoiler la taille de ces dimensions parce que c'est assez très critique, et même d'un point de vue sécurité informatique et de concurrence, bien évidemment, parce que les grandes firmes américaines, les big tech américaines se livrent une bataille là-dessus, sur cet encodeur. Cet encodeur, justement, c'est sa puissance, c'est justement c'est sa capacité à être capable de comprendre sémantiquement le langage naturel. Il a été obtenu en faisant du machine learning, le ML, d'accord, l'apprentissage automatique en français. Donc, cette étape-là a permis justement au modèle propriétaire d'être capable, dès le moment où vous tapez un mot, d'accord, un mot, de comprendre le contexte et plusieurs contextes dans lesquels ce mot-là pourrait être utilisé. D'accord? Si vous dites marché, par exemple, d'accord, je vais au marché. Marché peut être utilisé dans un contexte bancaire, marché financier, ou dans un contexte d'aller faire ses courses, par exemple. Donc, on a deux contextes comme ça où le mot marché peut, et même marcher, alors, je vais marcher pour courir, par exemple. OK? Donc, pour l'IA, c'est pas évident, c'est pas si évident que ça de comprendre que ce mot-là peut signifier et s'employer dans plusieurs contextes en question. Parce qu'en fonction justement des mots qui vont l'entourer, il faudrait être capable de comprendre sémantiquement le sens du mot en question et donc de la phrase de manière générale. Et donc l'encodeur justement joue ce rôle-là. Et plus l'encodeur est puissant dans sa représentation vectorielle, en dimension beaucoup plus grande, donc de modèle d'embedding, d'encapsulation, et plus nous avons le fait que le serveur, quand il envoie ce que vous avez tapé au niveau de l'interface ChatGPT à l'encodeur, l'encodeur, il comprend tout de suite ce dont vous êtes en train de parler. Donc, premier point. Ça, c'est très important, il faut retenir ceci. OK? Donc, une fois ceci fait, pour dire autrement encore, l'encodeur, donc les 12 288 dimensions que je vous ai présentées, vous avez le réseau de neurones. Bon, je fais un peu très vite, hein. D'accord? Voici les couches, les layers, disposés comme ceci. Nous avons les nœuds, les neurones artificiels connectés.
Donc, on a une architecture Deep Learning, réseau profond. À la fin, cette demande que vous avez tapée au niveau de l'encodeur, c'est la représentation de sortie finale ici du vecteur sous forme de 12 288 composantes. C'est votre phrase qui entre ici en entrée du réseau et en sortie du réseau, on obtient un vecteur qui encode votre phrase tapée sous forme de composantes de 12 288 composantes. C'est ce qui se passe fondamentalement. Donc, je passe, je traverse, mais c'est très essentiel, donc je vous prie d'approfondir vos recherches là-dessus. Premier point, ok. Deuxième point, donc comme je dis ici, on en ressort avec un vecteur. Ok. Ce vecteur, il va être envoyé cette fois-ci dans une base de données vectorielle. Pas une base de données classique, mais cette fois-ci une base de données vectorielle. Donc une database vectorielle. On va faire comme ceci. Donc vector database. OK. Dans cette base de données vectorielle, je précise bien une base de données vectorielle, pas une base de données classique du style SQL où on fait des recherches en colonne ligne. Non. Dans cette base de données vectorielle se trouvent des vecteurs, des millions et voire des milliards de vecteurs. Je vous précise bien. Alors, plus le modèle est grand, plus nous avons, effectivement, on peut atteindre le milliard de vecteurs. Vous prenez des grandes sociétés telles que Microsoft, OpenAI, vous avez des milliards de vecteurs. Pourquoi je dis milliards et voire millions de vecteurs? C'est parce que, justement, ces vecteurs ici en question sont la représentation d'un point de vue vectoriel, encore une fois de plus, de l'ensemble du corpus documentaire, corpus de texte, sur lesquels OpenAI, par exemple, a entraîné son modèle en question. Ça peut être OpenAI ou votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez en tant qu'ingénieur informatique. Donc, vous prenez une société, par exemple, qui a une taille de 10 000 employés, qui traite des demandes clients au quotidien, voilà, avec une vaste quantité de données demandées, une vaste quantité de bases documentaires, qui possèdent des contrats d'assurance, je dis n'importe quoi, hein. Par exemple, donc ici, vous allez prendre une grande compagnie d'assurance qui va gérer donc des contrats d'assurance de ses clients, des grosses compagnies en question. On va dire qu'ici, à l'intérieur, par exemple, l'idée, c'est de donner les informations à l'utilisateur sur la nature de ces contrats en question avec la société. Et donc, l'entreprise ayant donc des millions d'utilisateurs possède donc des millions de contrats d'assurance. Et ces contrats d'assurance, justement, ce sont des vastes corpus de pages, quoi. Donc, un contrat, par exemple, d'assurance, on va dire ça peut être de 10 000 pages. Donc, vous multipliez des millions plus des milliers, on est quasiment à l'ordre du milliard. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là, ce sont donc des informations pour l'entreprise en question, parce que dès lors que l'utilisateur va vouloir poser une question sur le site internet de l'entreprise en question, derrière, il faudrait que le système soit en mesure d'aller chercher la bonne information dans cette base documentaire et trouver là où les bonnes réponses en question. Et vous imaginez, je vous parle là donc imaginez donc des milliards d'informations, aller trouver là où les bonnes informations en question, uniquement les bonnes informations et les fournir à l'utilisateur. D'où pourquoi ici, cette base de données vectorielle est critique dans sa mise en place. Deuxième difficulté, entre guillemets, pour les ingénieurs IA, de constituer cette base de données documentaire. Parce que c'est ici que se situe l'ensemble, on dira en mathématiques, un espace vectoriel de recherche vectorielle. Donc, notre vecteur ici qu'on a obtenu grâce à l'encodeur, il est envoyé dans cette base de données vectorielle
qui va nous permettre maintenant d'effectuer ce que l'on appelle une recherche vectorielle. La recherche vectorielle consiste à quoi? À trouver le ou les vecteurs les plus similaires à notre vecteur d'origine, qui est donc l'encodage de notre phrase tapée en entrée, à partir donc de l'encodeur qu'on obtient ici. Et donc, en faisant une recherche vectorielle, on va, voilà, je vais prendre une nouvelle couleur, on va dire par exemple, trouver que ce sont ces vecteurs, par exemple ici, qui vont correspondre, donc ici j'en ai souligné, j'en ai encadré 3, 1, 2, 3. D'accord? 3 vecteurs qui correspondent de manière, d'un point de vue similaire. Quand on parle de similaire, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche par similarité, cosinus ou produit scalaire. C'est-à-dire que vous avez le produit scalaire entre deux vecteurs. Vous prenez vecteur A scalaire B, c'est la norme de A, la norme de B, la norme euclidienne cosinus de l'angle que fait les deux vecteurs entre eux. Donc alpha étant effectivement cet angle en question. OK? Nous, ce que l'on recherche justement, c'est de trouver la condition. Donc si ça, c'est notre vecteur A, et qu'ici, on recherche notre vecteur B, bah, il faudra trouver, d'un point de vue par recherche par similarité, de trouver le vecteur B de telle manière que cet angle ici, alpha, soit proche de 0. OK? C'est ce que l'on recherche ici. D'autant plus, hein, voilà, proche de 0, qui tend vers 0. C'est-à-dire qu'à partir du moment où alpha tend vers 0, le cosinus tendra vers 1, et par conséquent, on aura le scalaire AB, donc le produit scalaire qui sera beaucoup plus grand. Et donc, on a quoi ici maintenant? Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est une opération qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile. Donc, comme ce n'est pas si évident que ça, on va introduire ce que l'on appelle un index de recherche. C'est l'index de recherche ici qui est construit de manière très efficace, très efficace pour nous trouver ces 3 vecteurs en question et qui correspondent justement au seul vecteur, au pluriel, au seul vecteur qui vont constituer une première base. Donc on récupère ces vecteurs ici en question, une première base de retour au niveau de l'encodeur qui ici va jouer maintenant le rôle de décodeur. Donc ici, le modèle d'embedding, dans un premier passage, il joue le rôle d'encodeur. Il nous produit un vecteur. Ce vecteur est envoyé dans une base de données vectorielle. La base de données vectorielle, à partir d'une recherche vectorielle et d'un index bien construit, on récupère le ou les vecteurs correspondants. On les renvoie ces vecteurs correspondants au niveau du modèle d'embedding. Et il va jouer maintenant, cette fois-ci, le rôle de décodeur pour traduire ces vecteurs récupérés ici. Donc les vecteurs B de style B, donc on va dire B1, B2, si j'avais pris 3, B3, qui va jouer le rôle de décodeur et traduit ces vecteurs sous forme de langage naturel ici, en sortie ici. OK? Voici ce qui se passe dans un premier temps. On a presque terminé, mais j'insistais bien ici pour que ce soit très bien clair. Et une fois traverser cette étape, le fait d'avoir traduit ces vecteurs qui étaient la recherche obtenue à partir de notre vecteur, on va renvoyer ces vecteurs maintenant. Donc, puisque ces vecteurs ont été traduits sous forme de langage naturel, on va récupérer les différents éléments de réponse. Donc, éléments de réponse, je vais mettre E1, E2, E3, ok. Élément de réponse 1 qui correspond au décodage du vecteur B1,
par rapport au modèle d'embedding, E2 par rapport à B2, E3 par rapport à B3. Alors, j'espère que vous avez compris. Et donc, ces trois éléments de réponse ici sont le périmètre restreint sur lequel le système d'intelligence artificielle va devoir se baser pour vous apporter la bonne réponse sur votre interface en question. Donc, c'est-à-dire que toute cette mécanique, d'un point de vue ingénierie, maintenant, d'un point de vue très simple, pour traduire pour celles et ceux peut-être qui ont manqué d'attention, c'est que vous avez une base documentaire ici qui contient des millions et voire des milliards de vecteurs. Il y a donc des informations comme ça éclatées sous forme de vecteurs dans la base en question, sous forme de morceaux d'informations. Vous prenez par exemple un livre, ok. Ce livre-là, vous déchirez toutes les pages et vous éparpillez les pages en question dans une base de données vectorielle. Vous posez une question à quelqu'un dont la réponse se trouve dans l'une des pages ou dans plusieurs pages qui se trouvent dans cette base de données vectorielle. La question maintenant, elle est celle-ci. Elle revient à trouver tous les passages se situant dans les pages contenues dans la base de données vectorielle qui correspondent à la question que vous avez posée. Tout le système maintenant de recherche vectorielle, c'est d'aller indexer toutes ces pages en question. Dès le moment où il estime qu'il y a une page qui correspond à un élément de réponse de votre question qui est sous forme de vecteur, il va récupérer cet élément de réponse sous forme de vecteur. Et le modèle d'embedding, lui, va se charger de décoder ces éléments de réponse-là qui étaient récupérés sous forme de vecteur et maintenant les renvoyer ici au niveau du serveur. OK? Donc, pour résumer, on a l'utilisateur, il tape sa phrase à partir de l'interface web, le serveur ici récupère, le serveur passe par, premièrement, l'étape avec donc l'étape ici en bleu, pour envoyer ça au modèle d'embedding. Donc, le modèle d'embedding, dans un premier temps, il joue le rôle d'encodeur. L'encodeur, lui, se charge de convertir cela sous forme de vecteur. Ce vecteur, bon, voilà, je ne refais pas la mécanique, j'ai expliqué. Envoie ici, donc, dans cette base documentaire, récupère, comme je vous ai expliqué, sous forme métaphorique, toutes les pages en question correspondantes aux éléments de réponse. On les récupère sous forme de vecteurs. Ces vecteurs sont convertis quand ils reviennent ici au niveau du modèle d'embedding par le travail qui va effectuer les décodages, retraduit ceci maintenant sous forme d'éléments de réponse, donc en langage naturel. Et ce sont ces éléments de réponse-là qui sont envoyés ici au niveau du serveur. Bon, à ce niveau-là, vous m'aurez dit peut-être qu'on a terminé. Non, on n'a pas terminé parce que ici, tout ce que l'on a, c'est simplement le fait qu'on a récupéré les pages. Retenez, enfin, souvenez-vous de ma métaphore. Ici, on a récupéré les pages uniquement qui correspondent aux différents passages dans lesquels votre réponse se situe. Donc, on a 3 pages en question. Maintenant, il faut synthétiser ces 3 pages en question. Aller justement, comme je lui fais une synthèse, pour extraire uniquement la réponse finale et globale. D'accord? Donc, on ne va pas vous donner, on ne va pas renvoyer à l'utilisateur les 3 pages en question parce qu'il y a en plus sa réponse en question, mais il y a d'autres éléments de réponse qui ne correspondent pas à sa question. Et donc, toute maintenant la gymnastique, la difficulté, c'est, bon, on a presque terminé à partir de ce moment quand cette étape est bien faite. Donc, première difficulté, deuxième difficulté, la recherche vectorielle. Ce qui va se passer maintenant, c'est que le serveur, lui, il va faire quoi? Il va prendre ces 3 pages-là, E1, E2, E3, les envoyer au niveau du moteur du LLM cette fois-ci. Le moteur du LLM, donc à GPT 3, 4, 4O et 5, ou 5 Thinking, dernièrement. OK? Donc, ces éléments de réponse ici, je vous ai dit,
ce sont donc les éléments des réponses dans lesquels chaque page contient un bout d'éléments de réponse de la question de l'utilisateur. Maintenant, il faut synthétiser cela pour que l'utilisateur ait uniquement sa réponse finale. Donc, en plus d'autres éléments de réponse qui n'intéressent pas l'utilisateur, nous, on voudrait que la réponse essentielle pour l'utilisateur. Ce sont donc ces éléments de réponse-là, ces pages-là qui sont envoyées au modèle, donc au moteur GPT-3, 4, 4o5, 5 Thinking, etc., pour qu'il puisse faire la synthèse de ces éléments de réponse et d'apporter in fine la réponse finale à l'utilisateur à partir de son interface ici où il interagira. On a terminé et derrière, bien sûr, une fois la réponse apportée, on peut sauvegarder la réponse envoyée à l'utilisateur dans une base de données traditionnelle cette fois-ci pour la partie mémorisation, contextualisation, etc. Mais voilà la gymnastique et voilà ce qu'il fallait comprendre quand il s'agit de taper un prompt sur l'interface de ChatGPT en question. Si vous avez compris ça, vous venez de comprendre techniquement, de manière très simple, tout ce qui se passe comme gymnastique derrière un système d'intelligence artificielle. Lorsque on vous parle parfois des phénomènes d'hallucination, le fait que par exemple l'IA invente de fausses réponses et vous fait croire qu'il a trouvé quelque chose, c'est parce que ici, donc une fois après avoir recueilli donc les vecteurs ici en question, les informations d'éléments de réponse ici envoyées au LLM. Ici, il y a quelque chose de très très important, c'est le prompt engineering. Prompt engineering, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le serveur, lorsqu'il récupère donc ces éléments de réponse, E1, E2, E3, donc les 3 pages en question, quand il envoie ces éléments-là au LLM, on design un prompt, une consigne au LLM en question en disant tu es un assistant dans un domaine de la médecine ou domaine de la philosophie ou dans le domaine des assurances, réponds à la demande de l'utilisateur, donc à la question que l'utilisateur s'y a posée, en utilisant uniquement, je précise bien, les mots sont importants, en utilisant uniquement le contexte que je te fournis ici, constitué de E1, E2, E3. Et si tu ne trouves pas de réponse à ce niveau-là, tu peux dire que je n'ai pas trouvé et sois honnête. Ça, déjà, ça oblige le LLM, ici, quand il vous reformule, synthétise l'information au niveau, que vous voyez sur votre interface, c'est parce que derrière, il y a aujourd'hui le métier de prompt engineering, c'est très essentiel. Ce prompt ici-là, s'il n'est pas bien designé, s'il n'est pas bien conçu, le système, c'est comme de temps en temps, vous allez avoir un perroquet intelligent, mais qui vous donnera des fausses réponses et vous fera croire qu'il a trouvé, alors que non, c'est faux. Donc, j'insiste, d'où pourquoi je parle du fait que la notion du prompt engineering, c'est une notion que vous devrez aussi apprendre vous devez prendre cela très, très au sérieux. Donc ici, le prompt engineer va écrire un prompt bien structuré pour obliger le LLM moteur ici à se baser uniquement sur les éléments de réponse qu'on lui envoie comme contexte pour formuler une réponse plus fluide et plus humaine et synthétisée à l'utilisateur. Parce que si on ne fait pas cela, le moteur ici, GPT-3, ou 4, ou 4o5, 5 Thinking, lui également, il a été aussi entraîné. Donc, c'est GPT. Donc, le P, c'est pre-training. Donc, ça a été pré-entraîné. Donc, il y a déjà une base également sur laquelle, de corpus de texte que ce moteur a déjà rencontré. Sauf que ce moteur, par exemple, a été entraîné en 2012 ou en 2010, dans une date passée, sur des connaissances, par exemple, peut-être qui ne sont plus à jour,
par rapport à nos connaissances qui étaient ici dans notre base documentaire. Et là, il peut nous rajouter des réponses un peu fausses ou des réponses pas très correctes. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez voir du vent en fait. Vous n'allez pas détecter qu'il vous a raconté, en plus peut-être de la bonne réponse, il vous a rajouté d'autres éléments faux, par exemple. Et c'est d'où pourquoi le prompt, j'insiste là-dessus parce que c'est très essentiel. Donc voilà ce qui explique en partie le phénomène d'hallucination. Donc soit le prompt n'est pas bien conçu, mais il peut également aussi s'avérer que c'est parce qu'au niveau de la base documentaire, la manière dont on effectue la recherche vectorielle, le procédé, l'index ne soit pas bien conçu. Parce que c'est grâce à l'index de recherche et de l'algo qu'on en parvient à trouver le ou les bons vecteurs en question qui vont correspondre après décodage à nos éléments de réponse. Voilà. Deuxième cas particulier encore où vous avez le phénomène d'hallucination qui peut s'y trouver. Donc j'espère que vous avez tout compris. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez me remettre en commentaire évidemment si ce dont vous n'avez pas compris. Et la prochaine fois, on verra comment il faudrait beaucoup plus améliorer ce système-là. Donc, pour celles et ceux qui voudraient creuser, généralement, c'est ce qu'on appelle en anglais RAG, donc la partie Retrieval Augmented Generation. Donc, on fournit à l'utilisateur une réponse augmentée, mais grâce à une recherche sur une base documentaire mise à jour et à disposition de ces données. Voilà. Abonnez-vous et likez et partagez bien évidemment. Et de toute façon, on en parlera encore d'autres notions là ici, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y en a encore beaucoup. Mais je vous ai donné les éléments les plus essentiels d'un point de vue technique, d'un point de vue informatique et bien sûr d'un point de vue mathématique, mais de base tout simplement. Tous ceux qui vous parlent d'intelligence artificielle, en général, très peu sont capables de vous détailler de manière très simple. J'ai vraiment simplifié mon discours pour que ce soit bien assimilé. La plupart des experts là d'ailleurs vont vous parler de l'IA, mais de manière vague et uniquement sur des aspects de buzz médiatique pour vendre des formations. Mais l'IA, quand on a bien compris l'IA, on comprend que derrière, ce sont des notions mathématiques très simples, de l'informatique, donc du front-end, des serveurs, des bases de données vectorielles, des bases de données classiques. Tout le reste, ça c'est la base. Tout ce qui vient après, c'est simplement l'amélioration, la sophistication, le rajout des caches, le rajout de la sécurité, le rajout justement des couches de données encore plus denses. Mais la base fondamentale, la matrice, la partie atomique, elle est là. C'est ce que je viens de vous présenter. Sur ce, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Restez concentrés et surtout, soyez-en au fait des avancées de l'intelligence artificielle. Les choses vont vite, tellement très très vite que voilà, du jour au lendemain ça change rapidement, mais pour l'instant au niveau des grandes entreprises c'est justement cette architecture qui est encore prisée lorsqu'il s'agit de déployer des systèmes d'intelligence artificielle pour que l'entreprise puisse donner à ses utilisateurs des informations contextuelles par rapport à son domaine d'activité et non un domaine d'activité sur lesquels OpenAI ou Mistral ou Google a entraîné le modèle en question. Donc c'est comme ça que, en utilisant un modèle propriétaire de Mistral, de Google, d'OpenAI, on parvient à le enrichir sur notre base de données documentaire pour servir nos clients dans notre domaine en question. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et au revoir.